Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 31 mars 2025. La première question de la semaine, vous êtes des timbrés, on a dépassé les 500 questions. Bravo, merci. La première question est d'Alex Penon, il en a posé quelques-unes cette semaine. Après les difficultés d'adaptation logique sur les premiers mois, Désiré Doué est actuellement en train d'exploser au sein de l'effectif parisien. Si on lui connaissait des qualités, l'attendais-tu à ce niveau? N'est-il pas le talent le plus prometteur du foot français actuellement? C'est vrai que quand j'essaye d'analyser le changement radical de comportement du PSG sur ces dernières semaines par rapport au début de saison poussif, au niveau du jeu, pas au niveau des résultats, enfin si, au niveau des résultats, au niveau européen, il y a évidemment des choses qui ont changé. Évidemment, il y a le repositionnement d'Ousmane Dembélé aux positions d'avant-centre, mais il y a aussi l'explosion de Désiré Doué dans un rôle de puncher, de dribbleur, de déstabilisateur des défenses adverses, qui est extrêmement intéressant et qui apporte une solution de plus au jeu de Luis Enrique. Et en plus, je suis presque persuadé que c'est pas forcément totalement la tasse de thé du coach espagnol. Et c'est là où je loue sa faculté d'adaptation à la qualité de ses joueurs. C'est parce qu'il voit justement que Désiré Doué lui apporte beaucoup. Bon, faut aussi reconnaître que Doué apporte aussi à l'effectif parisien sa part de travail défensif, de replacement, de pressing. Donc c'est un joueur extrêmement intéressant. Et je pense effectivement que c'est un très grand espoir. Tu vois, quand je réclamais sa présence lors du match retour contre la Croatie, il y avait des mecs pour me dire 0 sélection, 19 ans, c'est trop tôt. Et puis il a joué 40 minutes avec la prolongation, un peu plus même. Et on s'aperçoit qu'il a été totalement au niveau, totalement dans l'esprit. Et je pense effectivement que c'est un joueur qui est parti pour être un joueur majeur du PSG dans les années à venir et un joueur probablement majeur de l'équipe de France aussi. Question suivante est d'Alex Nissa du 06. Les supporters strasbourgeois, alors j'ai eu au moins 70 questions sur Strasbourg, donc n'allez pas me dire tu parles que de Strasbourg. Je réponds aux questions. Je réponds aux questions qu'on me pose. Les supporters strasbourgeois parlent du changement avec Rosenior par rapport à l'horrible Vieira. Les supporters ont-ils tendance à oublier qu'au Racing, beaucoup de joueurs découvraient la Ligue 1 l'an dernier, que ce soit Bakwa, Emega, André Santos, et l'effectif est meilleur aussi. Oui, tout à fait. Il est évident qu'entre l'effectif de la saison dernière du Racing et celui de cette année, il y a une différence énorme, avec des joueurs qui sont bien meilleurs et effectivement des joueurs qui ont progressé, comme tu viens de le dire, notamment Bakwa et Mega. Santos, j'ai tout de suite trouvé qu'il était énorme, moi, dès l'année dernière, donc c'est pas tellement le débat à ce niveau-là. Après, il y a une tendance toujours à dévaloriser le travail de Vieira en France. Toujours, je sais pas si c'est si le fait d'avoir la carte France 98 n'est pas parfois un désavantage pour certains, parce qu'on a l'impression que les mecs sont finalement pistonnés dès le départ, et c'est pas le cas. Moi, je trouve que Patrick est un bon pédagogue, un bon meneur d'hommes. Je pense en revanche que Rosenior lui est infiniment supérieur sur le plan tactique, et que Rosenior a su imposer à son équipe son style de jeu. Alors après, effectivement, il a les joueurs pour organiser et articuler son style. C'est aussi une part de hasard, puisque
Rosenior est arrivé 15 jours avant la reprise du championnat, donc on peut pas dire que c'est lui qui ait composé son effectif. Mais voilà, donc effectivement, non, moi j'ai jamais hurlé sur Vieira. J'ai trouvé que compte tenu du fait aussi que l'année dernière il a perdu Bellegarde, Djikou, Diallo, Sels, des joueurs majeurs du Racing sur les dernières saisons, et qu'il a dû digérer ses départs. Je trouve qu'il a plutôt bien fait avec un maintien finalement acquis quelques matchs avant la fin de la saison. Évidemment, cette année, c'est l'embellie, hein. Alex Nissa du 06 me dit l'OM a perdu son défenseur central le plus fiable, Balerdi, pour au moins plusieurs semaines. Faut-il s'inquiéter pour l'OM derrière qui, avec Balerdi en moins, a une défense très lente et dont le dernier match sans Balerdi s'est soldé par une défaite 3-0 à Auxerre? C'est un des nombreux problèmes de cet OM, parce que résumer les problèmes marseillais à la défense, c'est extrêmement limité. Moi, je trouve qu'il y a des problèmes partout dans cette équipe. La défense est lente, le milieu est peu complémentaire, parce qu'on a que des mecs qui tricotent et qui ne jouent pas vers l'avant, et t'as des attaquants qui font pas la différence. Donc, en fait, tout est perfectible dans cet OM. Et effectivement, l'absence de Balerdi va probablement plomber un peu plus cette équipe sur le plan défensif. En même temps, ils ont un super défenseur central qui paye 280 000 € par mois et qui a pas joué une minute depuis le début de la saison. C'est Mbemba. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'ai cru pourtant comprendre que les mecs qui dirigeaient ce club étaient des fins stratèges de football. Force est de constater que c'est pas forcément le cas, hein. Alex Penon me dit Kolo Muani remplaçant et non entrant en jeu pour la première de Tudor. Le renvoi de Mota semble une bien mauvaise nouvelle pour lui. Vlahovic collant plus au style de jeu de Tudor. La Juve qui avait entamé les démarches pour le garder ne risquerait-elle pas de faire machine arrière? Oui, c'est tout à fait possible. On sait que parfois, surtout pour un attaquant, la carrière d'un joueur dépend aussi des desiderata, hein, et des convictions technico-tactiques de l'entraîneur. Bon, visiblement, Tudor n'apprécie pas Kolo Muani. Enfin, on va peut-être attendre un petit peu avant de tirer des conclusions définitives, puisque il y a qu'un match. Mais enfin, bon, le fait qu'il ait été remplaçant et qu'il soit pas entré en jeu, c'est effectivement un problème. Après, de toute façon, je me fais pas de soucis pour Kolo Muani. Il trouvera un club de première ligue très facilement l'année prochaine. Mais c'est vrai que le gars joue de malchance, quoi. Kéké Détain me dit j'aime beaucoup tes dossiers de Pierrot. Penses-tu faire une version pêle-mêle avec des anecdotes sur les clubs de Ligue 1 pour lesquels il n'y a pas assez pour faire une émission complète? Alors, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu par l'audience de mes deux dossiers sur le PSG. Alors, peut-être qu'il y a trop de PSG, peut-être que le club est trop connoté à l'actualité, peut-être que la campagne anti-Nasser actuelle dessert l'image du club, peut-être qu'il y a trop de gens qui aiment pas ce club, je sais pas. En tout cas, bon, j'ai été déçu par l'audience. L'audience n'était pas extraordinaire non plus sur l'équipe de France. Elle a surtout été très bonne sur l'OM. Après, il est évident que je fais pas que des trucs pour l'audience. Effectivement, il y a des tas de clubs sur lesquels je peux pas faire de dossier de Pierrot parce que je les ai pas suivis comme j'ai pu suivre Marseille à une époque de ma carrière, ou le PSG, ou l'équipe de France, ou Arsenal. Voilà, j'ai très peu, voire pas du tout suivi Lyon ou Monaco, par exemple, ou d'autres clubs comme ça. Les clubs sur lesquels je pourrais faire un dossier, c'est sur Strasbourg. Mais quelle audience si je fais un dossier sur Strasbourg? Voilà, écoute, on verra. Là, de toute façon, les dossiers actuellement, c'est pas trop d'actualité, parce que justement, il va y avoir une actualité très forte jusqu'à la fin de la saison, avec la fin des coupes d'Europe, le Final Four, en plus la Coupe du Monde des clubs. Puis après, je vais me reposer un peu et puis déménager. Mais voilà, donc effectivement, c'est une idée comme une autre. Et puis après, toujours pareil, il faut que ça mûrisse dans ma tronche.
Flo me dit, tu répètes souvent que critiquer le PSG fait de l'audience. Penses-tu que Daniel Riolo, qui critique régulièrement le PSG, le fait pour l'audience et pour plaire aux auditeurs du Sud ou du reste de la France, où il pense vraiment ce qu'il dit? Alors, si je suis bien persuadé de quelque chose, c'est que Daniel pense tout ce qu'il dit et dit tout ce qu'il pense. S'il voulait dire, faire quoi que ce soit pour plaire à quiconque, ça se saurait et ça se verrait au bout d'un moment. Non, je crois pas à ça. Je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'il a des lubies, hein. Il fait des fixettes, hein. Il a fait des fixettes sur Verratti, il a fait des fixettes sur Neymar, il a fait une fixette sur Nasser, il a fait une fixette sur Barcola. Effectivement, bon, il est dans une émission grand public où effectivement on parle beaucoup plus du PSG et de l'OM que d'Auxerre ou de Strasbourg, hein. C'est comme ça, hein. C'est la règle du jeu. Pour le coup, pour lui, il n'y a absolument aucune arrière-pensée mercantile et d'audience. J'en dirais pas autant de comptes et de youtubeurs qui ne font leur beurre effectivement que sur le PSG. Alex Penon me dit, le PSG compte 21 points d'avance sur ses poursuivants. Si les voir champions est logique, ces derniers se cachent souvent derrière l'excuse du budget. Néanmoins, quand on voit les défaites récurrentes de l'OM ou de l'OL, les clubs ne travaillent-ils pas simplement pas mal selon toi? Je pense que cette année, on a deux phénomènes. On a d'un côté un club qui travaille super bien et qui performe super fort, et d'un autre côté, tu as des clubs qui travaillent mal et qui sont irréguliers. Et effectivement, que la conjonction de ces deux phénomènes fait que l'écart devient abyssal. Je veux dire, quand De Zerbi nous fait sa sortie sur l'écart de budget entre le PSG et l'OM, voilà, il fait pas la même sortie sur l'écart de budget contre Auxerre et Reims. Or, l'OM a pris 1 point sur 12 possibles contre Reims et Auxerre. D'ailleurs, le PSG, je le dis soit dit au passant, n'a pris que 2 points contre Reims, qui est la seule équipe à ne pas avoir perdu contre le PSG cette saison. Le truc, c'est ça, quoi, c'est que t'as d'un côté un club qui travaille super bien et qui a effectivement de beaucoup plus gros moyens que les autres, et d'un autre côté, tu as des clubs qui ont des vrais moyens, pas ceux du PSG, mais de vrais moyens, et qui en plus travaillent super mal. Donc évidemment, à la fin, l'écart, il est terrible, quoi. Fred Lichtel me dit, un député LFI déclare utiliser l'IPTV. Je sais que personne n'est irréprochable, surtout en politique, mais au point de faire la pub pour un système illégal, qu'en pensez-vous? Le député LFI, c'est Sébastien Delogu. Moi, je l'aime bien, Delogu, parce que il me fait marrer. C'est vidéogag, ce mec, quoi. Dès qu'il ouvre, il dit une connerie monumentale. En plus, je veux dire, politiquement, il ne se fait remarquer que pour des choses en dehors de ses attributions de député. C'est un mec qui est ridicule, qui est une caricature de Marseillais, quoi. C'est-à-dire, c'est pratiquement l'image du supporter marseillais pour un supporter du PSG, de Logu. Voilà, maintenant, effectivement, quand t'es député de la République, tu ne peux pas faire la promotion d'un système illégal qui reste, je le dis encore une fois, même si je comprends que des gens n'aient pas les moyens d'investir dans beaucoup d'abonnements télé, je comprends qu'il y ait des gens qui prennent l'IPTV. Maintenant, de là à s'en vanter et de là à le clamer haut et fort, je pense qu'il y a quand même une différence, surtout quand tu es député et que tu n'as pas le droit de faire des choses illégales, encore plus que n'importe quel citoyen. Kéké Détown me dit, avec ses 4 défaites en 5 matchs, dont 3 défaites d'affilée, l'OM n'avance plus, il ne semble pas trouver de solution, notamment offensivement. Ne sommes-nous pas en train de voir les limites de Zerbi? Ça fait un moment que je les signale, les limites de De Zerbi. T'as un mec qui, quels que soient les résultats, il change pas d'équipe, il change pas de dispositif, il change pas de tactique. Il est englué dans ses certitudes. Il se dit, oui, non, mais c'est comme ça que ça va marcher. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Et il est en train il est en train, par son entêtement, d'emmener son club dans le précipice.
Voilà, et je comprends pas que Benassia et Longoria n'aillent pas lui parler. Je pense que la position de Rabiot en soi est un non-sens. Je pense que Hojbjerg, Rongier, Benasser, Rabiot, sur les quatre, t'en as au moins deux de trop, et que cette équipe est inconsistante à la fois défensivement et offensivement. Je pense que l'effectif finalement n'est pas si bon que ça, mais je pense que l'entêtement de Zerbi est aussi extrêmement préjudiciable.